Ouais, place tout de suite à votre rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info, mais cette fois à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille aujourd'hui Christophe Bis. Bonjour Christophe, chef de rubrique économie et entreprise à The Conversation France. Alors un sujet qui parle à beaucoup aujourd'hui, mais on va l'accrocher avec une photo, une image qu'on va apercevoir à l'écran. C'est celle d'un atelier de fabrication de textile. Bonjour Elisabeth, oui, tout à fait. C'est une image que l'on doit à Jade Tao pour l'AFP. Elle est intéressante parce qu'elle représente la coulisse. S'il vous arrive d'acheter des accessoires, des vêtements sur un des sites de e-commerce, il suffit de sortir votre portable, vous cliquez, vous tapez 2 fois avec votre doigt, vous l'avez. Et là, sur la photo, je trouve qu'on voit très bien derrière tout le travail humain qu'il y a, qu'on finit par oublier à force d'adhérer. C'est presque artistique même. Oui, en plus, elle est artistique, elle est très très belle cette photo. On voit vraiment, c'est une usine dans la région de Canton qui fabrique du textile, donc pour Temu. Alors, pourquoi on parle de Temu ? Parce que d'abord, Temu et Shein, ce sont 2 entreprises qui ont réussi en très très peu de temps. Il y a 5 ans, il faut se dire qu'elles n'existaient quasiment pas. Temu, aujourd'hui, c'est 18 millions de Français qui y vont, 15 millions qui vont sur celui de Shein. C'est moins qu'Amazon ou Le Bon Coin, mais c'est beaucoup. Encore une fois, si on réalise la vitesse à laquelle ça a été, ce sont des marques qui ont moins de 10 ans. J'ai pas l'intention d'abrutir tout le monde avec des chiffres, mais vraiment, les chiffres sont tellement impressionnants que je trouve qu'il faut les donner. Le cabinet Joko, qui étudie les dépenses des Français, indique que Shein est devenu aujourd'hui l'enseigne de vêtements où les consommateurs français dépensent le plus. Alors, pour juste expliquer l'image, c'est extrêmement dense. Il y a beaucoup de monde qui travaille et beaucoup de produits également à l'écran parce qu'il y a une vraie cadence. Il y a ces petits ventilos là, colorés qui soufflent au-dessus des têtes parce que il faut donner un peu d'énergie aux travailleurs, aux petites mains. C'est celles qui produisent donc ces produits issus de la fast fashion qu'on achète très facilement à l'aide de clics. Et donc, on va s'intéresser à cette façon de produire derrière l'achat, peut-être parfois très souvent compulsif. Comment est-ce qu'on explique le succès de ces marques qui arrivent à vendre des milliers de pièces chaque jour? Alors, à The Conversation France, on a publié un article d'Henri Isaac, qui est maître de conférence à Paris Dauphine et expert du e-commerce. Et alors, lui, il a mis les mains dans le moteur de Temu plus spécifiquement, plus que sur Shein. Alors, Temu, c'est une filiale d'un acteur chinois qui, à l'origine, achète et vend des fruits. L'entreprise s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer bien, Pinduoduo. Je suis absolument pas sûr de ma prononciation. En tout cas, ce que dévoile le chercheur qui a écrit pour nous, c'est un modèle d'affaires d'une redoutable efficacité. Il faut savoir que Temu, en fait, ne fabrique rien. Il passe des enchères inversées, ce qu'on appelle des enchères inversées. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai besoin, je sais pas, de 5 millions de jupes. Je dis n'importe quoi. 50 millions de jupes et il prend la moins chère. Et l'autre originalité de ce modèle, c'est que les biens sont stockés par le producteur. Donc, eux, ils n'ont pas de coût de stockage. Et puis, les invendus, c'est aussi les producteurs qui s'en chargent. Donc, en termes de distribution, c'est un modèle très intéressant parce que ça réduit beaucoup les fruits financiers qui sont d'habitude quelque chose qui peuvent gréver le budget d'un producteur. Comment est-ce qu'ils font pour arriver chez les clients ? Alors là aussi, on s'en doutait un petit peu, mais là encore, il a été regardé, le chercheur là, Henri Isaac, il a été cherché à l'intérieur des rapports d'activité, il a été regardé, il a vu la masse des investissements publicitaires. Donc si on prend le groupe auquel appartient Temu, donc Pinduoduo, en 2023, ils ont, dans le monde entier, dépensé 10 milliards de dollars, soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. On estime qu'à lui seul, Temu dépenserait chaque année 4 à 5 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous allez sur certains réseaux sociaux ou si vous jouez aux jeux en ligne, mais vous ne pouvez quasiment pas échapper à une pub d'une de ces 2 marques. Je ne suis pas trop fan, mais effectivement, j'imagine que ça y va en termes de pub. Tout semblait aller plutôt merveilleusement bien pour ces marques, jusqu'à ce que les politiques s'y intéressent. Et oui, c'est peut-être là où le bas blesse, ou c'est peut-être là où on a découvert un talon d'Achille qu'on n'imaginait pas. C'est que leur succès a été tellement fulgurant que, évidemment, les politiques ont commencé à regarder ce qui se passait, comment c'était possible. Et donc, il y a un projet de loi actuellement qui a été voté, qui vient d'être voté au Sénat et qui va maintenant aller en commission mixte paritaire avec l'Assemblée nationale, je crois, à l'automne. Et c'est ce qu'on va voir dans un reportage réalisé par quelqu'un des équipes de France 24. Je n'ai pas son nom, je suis navré pour lui. Des vêtements à prix cassé, un marché gigantesque, éphémère et à bas coût de marques connues de tous. Des produits textiles visés par une proposition de loi, notamment à cause de leur impact écologique et de leur concurrence jugée déloyale. Le texte, voté à l'Assemblée nationale en mars 2024, a été modifié au Sénat lundi pour se recentrer sur la mode ultra express, avec dans le viseur les plus grands géants chinois de la fast fashion comme Shein ou Temu. Ce texte, tel qu'il est aujourd'hui, nous permettra de mettre un frein vraiment à ces géants chinois qui nous envahissent sans aucun contrôle
sans aucune norme, sans payer aucun impôt en France. En modifiant la proposition de loi, les sénateurs affirment vouloir épargner les groupes français et européens comme Zara, Kiabi ou H&M qui auraient pu être concernés par l'ancien texte. Les géants chinois dans le viseur auront l'obligation, par exemple, de sensibiliser les consommateurs à l'impact environnemental de leurs vêtements. Réduire l'impact environnemental, oui, mais à condition que ce soit collectif. Nous avons aujourd'hui des millions de Français qui viennent chez nous car nous proposons une mode abordable. Ayons une action collective, ayons une action d'ensemble avec l'industrie pour réduire cet impact. En revanche, le bonus-malus ne concernera pas que les grands groupes chinois. En fonction de leur affichage environnemental, des entreprises pourraient se voir pénalisées d'au moins 5 € par produit et possiblement de 10 € d'ici 5 ans. La publicité pour les groupes de la mode Ultra Express devrait être interdite. Cette proposition de loi doit permettre de réduire la consommation de textiles en France. Plus de 48 vêtements par habitant sont mis sur le marché chaque année et 35 sont jetés chaque seconde dans le pays. Le texte doit être voté au Sénat le 10 juin. Voilà, des marques de l'ultra fast fashion qui posent vraiment un problème. Aujourd'hui, c'était le sujet d'Elliott Samuel qu'on vient de voir à l'instant. À quel point ça pose problème Alors, moi, avant de parler du problème, je voudrais juste modérer un peu. Dans la présentation qu'on en fait souvent, on accuse souvent la consommation des plus pauvres. Et on a ça sur la malbouffe, on a là sur l'ultra fast fashion, on peut avoir ça aussi sur l'essence. C'est peut-être aussi parfois une manière de stigmatiser certaines populations et leur consommation. Je tiens à dire que avoir des placards qui sont pleins de vêtements de marque, c'est pas forcément mieux non plus. La question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de la sobriété de notre consommation. L'ultra fast fashion, elle pose un autre problème qui est lié au commerce, on y reviendra peut-être après. Mais là, le vrai problème, c'est un problème écologique, on le sait. Le secteur textile dans son ensemble est à l'origine de 4 à 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'ADEME qui le dit. On considère aussi que le secteur du textile, ça représente 20% de la population mondiale d'eau potable. Et ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'il y a aussi le problème terrible du recyclage. Qu'on va voir maintenant. Et c'est ce qu'on va aller voir dans un reportage qui a été tourné récemment au Ghana par nos équipes. Le Ghana qui se retrouve confronté au fléau de la pollution textile. Explication. Les vagues de l'océan Atlantique les rejettent inexorablement sur les plages où ils viennent s'entasser sur des centaines de mètres. Des milliers de vêtements portés autrefois chez nous en Occident finissent leur vie ici et polluent toute la côte. Jusque dans le centre d'Accra, la capitale, cette dune artificielle ne cesse de croître depuis 15 ans. Haute de 20 mètres, elle est en grande partie composée de ces vêtements abandonnés, devenus le cauchemar des riverains. Regarde tout ça. On n'en a pas besoin, ça ne nous sert à rien. Sous leurs pieds, de vieux habits de marques américaines ou européennes qui affectent aujourd'hui leur santé. Ça, c'est un jean de la marque Boss. Et là, regarde, c'est un autre jean. Tout ce que vous voyez autour, nous le brûlons. Nous le brûlons encore et encore. Mais il y en a toujours plus. Ça nous rend malades, ça donne de la fièvre, des maux de tête et beaucoup d'autres choses. Les fumées de ces feux sont probablement toxiques, même si aucune étude scientifique n'a jamais été réalisée ici. Alors, d'où viennent ces vêtements? Chaque jour, le pays en reçoit 160 tonnes par bateau. Ce sont en fait des vêtements usagés qui ont été donnés à des associations en Europe ou aux États-Unis, mais dont plus personne ne veut dans les pays développés. Des entreprises internationales de recyclage les envoient ici finir leur vie. Sur le marché de Contamonto, ils sont finalement revendus en vrac, quelques centimes du kilo. Nous achetons des vêtements de seconde main et ensuite nous les vendons. C'est pour ça qu'on est ici. Ça vient de Londres, de Dubaï, du Canada. Au Ghana, toute une économie s'est développée autour de ces fripes. En haut de l'échelle, il y a des grossistes. Dans cette boutique, des dizaines de sacs attendent de trouver preneur. Ça, c'est des robes d'enfants. Et là, c'est pour les bébés. Ça, c'est des sous-vêtements pour hommes. Vous voyez tout ce qu'il y a ici? C'est un gros business dont je m'occupe. Habituellement, on reçoit ça 2 ou 3 fois par mois. Ensuite, les vêtements sont revendus par les détaillants et chacun a sa spécialité. Ici, des chaussures,
Là, des soutiens-gorge. Le problème, c'est que dans cette montagne de fripes, très peu sont finalement encore utilisables. Je trouve ce reportage extraordinaire parce qu'il illustre, à mon avis, au moins deux phénomènes, la mondialisation. On voit quand même comment la consommation des pays, des habitants du Nord finissent dans le Sud. Et puis, si on voulait un jour expliquer ce que c'est un fait social, je trouve ça extraordinaire parce que chacun individuellement, on croit bien faire en recyclant un vêtement et en se disant quand on en achète un que finalement il finira recyclé. Puis là, on voit l'effet de masse, l'effet mondial de tous ces vêtements recyclés. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que derrière ça, ce qui est intéressant, c'est que ça pose vraiment la question de notre rapport individuel à la consommation de vêtements. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, en préparant, les chiffres m'ont fasciné, à quel point le prix des vêtements a baissé en 1964, selon l'INSEE, qui calcule la part de l'habillement et des chaussures dans le total de la consommation, c'était 12,6% du total. J'ai juste envie de vous demander si vous avez une idée de combien c'est aujourd'hui. Pas du tout. Et surtout qu'on achète plus, donc c'est peut-être encore un budget faussé. Ce n'est que 3%, c'est 2,9% tellement les prix ont baissé. Alors ça, il y a des raisons. Malgré la surconsommation. Oui, malgré la surconsommation, les prix ont vraiment été... je veux dire, on compare à 64, c'est en 60 ans. En 64, on achetait encore un costume du dimanche, à mon avis. Oui, on s'achetait 2 robes et puis c'est tout. Et voilà. Enfin, vous achetez 2 robes, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis perdu, c'est malin. Oui, donc tout ça a une explication, évidemment. C'est la mondialisation, c'est le fait qu'on a importé ces biens de pays à bien salaire, et puis de pays à bas salaire, pardon. Puis jusqu'à une date très récente, il n'y avait pas de droit de douane sur les colis qui venaient, par exemple, de Chine, en dessous de $800 pour les États-Unis et de 150 € pour l'Union européenne. C'est en train de changer parce que évidemment, Donald Trump est arrivé avec toute cette grande négociation sur les droits de douane. Donc tout ça pour vous dire que finalement, tout ce textile aujourd'hui se retrouve au cœur d'une négociation mondiale entre les 3 blocs. La Chine, on voit bien qu'après avoir été longtemps l'usine du monde, on disait que c'était l'usine du monde, elle a essayé de devenir, peut-être avec ses marques Chine et Tenu, de devenir le commerçant du monde, puisque finalement, avec Internet, il n'y avait plus besoin d'avoir des boutiques physiques. C'était assez facile d'attaquer, de pénétrer les marchés mondiaux. Mais là, peut-être, je vous dis encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que ce très grand succès, peut-être aussi sa très grande faiblesse, parce que les pays commencent à réagir. Il y a des problèmes, visiblement, lesquels exactement? Alors, hier, il se trouve qu'on vient de lire, il y avait un très bon article dans Le Monde qui parlait de la décommercialisation, où on voit par exemple aujourd'hui que, il y a un institut d'études qui s'appelle Codata qui a montré qu'entre 2004 et 2024, en 20 ans, le nombre de taux de vacances des commerces dans les centres-villes est passé de 5,94 à 10,85. Moi, je pense que la loi sur l'ultra fast fashion, c'est aussi une loi qui s'inquiète du fait que les magasins ferment et que ça va poser de plus en plus des problèmes politiques parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces magasins. Alors évidemment, le commerce en ligne n'est pas le seul en cause. Il y a le changement des modes de vie, il y a toutes ces choses-là. Il y a les zones commerciales aussi. Si vous allez dans n'importe quelle ville, vous avez aujourd'hui 4 zones commerciales autour avec des magasins. Évidemment, les gens qui vont en voiture dans le supermarché, ils ne vont pas après retourner faire leurs courses en centre-ville. Un petit mot positif pour finir, on a quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois qu'en économie de marché, ce qu'on peut faire d'abord, c'est peut-être jouer sur le signal prix. Et pour ça, la loi est peut-être aussi une bonne idée parce qu'on met un bonus-malus sur le textile et puis on va peut-être augmenter, mettre une taxe sur les colis. Et puis 2, c'est peut-être devenir nous-mêmes plus responsables. L'autorégulation. Ouais. Et puis sachez que quand même chaque année, on achète 42 pièces en moyenne par personne en comptant les enfants. C'est pour ça que c'est si élevé parce qu'on achète beaucoup pour les enfants et les bébés. Peut-être acheter un peu moins et réfléchir avant de le faire. Voilà, faut vouloir 4 fois un article apparemment avant de l'acheter. Faut rentrer chez soi, réfléchir. Voilà, faut refermer son téléphone. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr, c'est une bonne idée. Merci beaucoup Christophe Bis, merci d'avoir été avec nous. Derrière l'image qui s'achève, reste avec nous. Paris Direct revient dans quelques instants. Tout de suite.